On va tout de suite accueillir notre invité. Bonjour Joseph Baout. Bonjour. Merci à vous de nous rejoindre sur France 24 dans cette édition spéciale. Donc, professeur de sciences politiques, directeur de l'Institut Issam Fares de politique publique et d'affaires internationales à l'université américaine de Beyrouth. Première question avec vous. La réplique iranienne à cette opération majeure américano-israélienne ne s'est pas fait attendre, hein. Non, elle a été très rapide et c'est une des différences majeures avec la séquence de juin 2025. C'est plus ou moins attendu. Il y a quelques semaines déjà, l'Iran a envoyé plusieurs signaux, mais pas seulement l'Iran elle-même, mais aussi ses alliés dans la région, que d'abord, il n'y aurait pas de frappe considérée par l'Iran, en tout cas comme limitée, et que toute frappe, même minime dans un premier temps, serait considérée comme le début d'une guerre large et vaste dans la région. Deuxièmement, je crois que les Iraniens ont très vite compris, à mon avis, la teneur du message délivré par le président américain Donald Trump ce matin, un message dans lequel les buts de guerre, cette fois, ne sont pas limités à faire amener l'Iran à la négociation comme la fois passée, une négociation qui porte uniquement sur le nucléaire, mais c'est beaucoup plus largement l'existence même du régime qui est en jeu. Il l'a dit, et les frappes américaines le montrent, puisqu'il y a un ciblage, et vous venez de le dire avec votre correspondant à Téhéran, un ciblage de l'élite politique et militaire iranienne. Dans ce sens-là, l'Iran avait envoyé un message, et pas seulement, je le répète encore, le Hezbollah au Liban, disant que si cette fois c'était le régime qui était menacé, c'est la région entière qui allait être prise dans le feu iranien. Je crois que nous sommes maintenant à 2 heures du début des frappes. Je crois qu'on va voir très vite s'élargir le cercle concentrique de ces attaques. Jusqu'à maintenant, tous les pays du Golfe ont été atteints. Le Qatar, le Koweït, l'Arabie saoudite il y a quelques instants, les Émirats arabes unis, et aussi la Jordanie. Au Liban, le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, doit faire un discours télévisé à 3 heures, donc dans 2 heures maintenant. Et je crois aussi que le Liban va rentrer dans ce cycle-là. Donc on n'est pas du tout dans la séquence juin 2025, on est dans quelque chose de beaucoup plus large. Reste à savoir si on est dans quelque chose de définitif. Oui, pour corroborer vos propos, la réplique iranienne à cette attaque américano-israélienne a touché donc plusieurs bases, notamment américaines de la région. C'était le cas au Koweït notamment, mais il y a eu aussi des explosions entendues à Abu Dhabi en particulier. Il y a eu quand même, il faut le dire, Joseph Baout, une différence entre la prise de parole de Donald Trump et celle de Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou qui disait, eh bien, il faut mettre fin au régime de terreur de Téhéran. C'était pas vraiment la même nature, en tout cas précisément des propos de Donald Trump. Trump a dit beaucoup de choses de façon très directe et des choses de façon indirecte. D'abord, ce qui est frappant dans le discours de Donald Trump, c'est qu'il remonte dans la liste des comptes à régler avec l'Iran au début, à la matrice de la révolution iranienne, de la révolution islamique, puisqu'il rappelle la prise d'otage de l'ambassade américaine en 78. Il rappelle ensuite le très grand contentieux qui avait été un peu oublié entre les États-Unis et l'Iran, qui est celui du bombardement, enfin de l'attaque contre l'ambassade américaine à Beyrouth et contre les Marines à Beyrouth, qui avaient aussi fait des morts de parachutistes français, si vous vous en souvenez, un souvenir un peu funeste pour la France. Et donc, il y a une sorte de longue liste de comptes à régler. Et derrière ça, on a l'impression que cette fois, Donald Trump dit je suis en train maintenant de régler l'ensemble de ces comptes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la différence avec 2025, si vous vous en souvenez, c'est qu'en 2025, en juin, c'était une guerre israélienne contre l'Iran et les États-Unis sont rentrés au 10e jour pour un peu y mettre fin par une sorte de coup d'estocade définitif. Là, c'est une guerre américaine. C'est les États-Unis qui ont commencé la guerre avec l'Iran. Et dans ce sens, je dirais le leader, le chef d'orchestre pour le moment, c'est la partie américaine et donc c'est le discours de Trump. Maintenant, dans le discours israélien, évidemment, il y a, depuis le début, ça existait en juin et c'est encore plus fort aujourd'hui, il y a la volonté justement d'entraîner les États-Unis dans une guerre totale de changement de régime, ce que Trump se refusait jusque-là. Et il a l'air d'y avoir été amené dans les dernières heures ou dans les derniers jours pour des raisons qu'il va encore falloir élucider, quelque chose qui s'est passé au sein de l'administration américaine. Jusqu'à hier soir, le ton à Washington était à une guerre limitée
de négociation, une guerre qui amènerait l'Iran à la négociation. Aujourd'hui, on est dans une autre focale, que ce soit en Israël ou aux États-Unis, et c'est pour ça, encore une fois, je crois que l'Iran ne s'est pas trompé et a choisi très très vite de répondre au plus haut niveau, et je crois que les heures qui viennent vont le voir encore plus. Et Joseph Baout, une question également avec vous sur la réponse des pays de la région. Est-ce qu'on peut s'attendre à une division, notamment sur la réponse à apporter à ces frappes contre l'Iran? Division, peut-être pas, mais ce qui est sûr, c'est que depuis déjà 2, 3 mois, les États du Golfe, en tout cas l'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït et peut-être un tout petit peu moins les Émirats arabes unis, faisaient beaucoup d'efforts et une grande pression sur l'administration américaine pour ne pas aller jusque là où on est aujourd'hui. Pour une raison simple, c'est qu'ils savent très bien que la riposte iranienne, au premier chef, et c'est ce qui se passe depuis 2 heures jusqu'à maintenant, va se faire sur eux, puisque c'est un peu le maillon faible. Donc eux ont d'abord un impératif de sécurité physique. La deuxième chose qu'ils craignent énormément, c'est que si cette guerre s'enlise et qu'on rentre dans un scénario, je dirais, d'élargissement à la région avec des ripostes asymétriques de la part de l'Iran, que finalement on rentre dans une sorte de mécanisme de domino avec des déstabilisations en chaîne qui atteindraient l'ensemble de la région et plus tard le Levant. Il y a quelques minutes, je regardais par exemple qu'il y a des survols aériens très très forts et très fréquents au-dessus de la Syrie. Je crois que cet après-midi, ça sera le cas aussi pour le Liban. Donc les États du Golfe ou les pays arabes, comme vous les appelez, ont cet impératif en tête. Et troisièmement, ils ont aussi peur de la suite, c'est-à-dire qu'un régime iranien qui succéderait à celui-là et qui ne sera pas stable ou stabilisable avant un très long moment, va provoquer une instabilité latente pendant très longtemps pour des États comme l'Arabie saoudite, en tout cas, ou les Émirats arabes unis, qui, dans leur vision de développement socio-économique, etc., tabler sur une stabilité durable et solide pour leur projet de développement. Donc ça va entraîner un changement radical dans les fondamentaux de l'équation, à la fois sécuritaire mais aussi socio-économique du Golfe. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, je crois que les pays arabes, en tout cas les pays du Golfe, assistent un tout petit peu impuissants à cette séquence qui est en train de se dérouler. Ils voulaient éviter d'en arriver jusque-là. Maintenant, ce qu'ils peuvent faire, c'est uniquement du damage control, du contrôle des dommages. Et là, je ne sais pas s'ils pourront le faire de façon unifiée ou pas. Je crois que chacun d'eux va essayer de sauver sa tête par des contacts très fréquents et très intenses avec l'administration américaine. Est-ce que selon vous, vous pensez que l'Iran a les moyens d'une guerre durable? Une guerre durable, si elle est asymétrique et je dirais une guerre du faible au fort, une dissuasion du faible au fort, peut-être. La grande question est de savoir si les États-Unis et Israël ont les moyens de décapiter le commandement iranien, qu'il soit politique ou militaire, et par la suite, et c'est ce que dit exactement à la fin de son discours Donald Trump, de donner le relais à la population iranienne qui, cette fois, sera moins, je dirais, moins réprimée par le régime iranien pour que cela se transforme en sédition interne. Le régime iranien a la possibilité et la capacité de faire très mal à la région. Il peut frapper les bases américaines dans la région, c'est ce qu'il est en train de faire. Il peut frapper les installations pétrolières et gazières en Arabie, dans les Émirats, au Qatar, etc. Si le régime iranien devient convaincu dans les heures qui suivent que cette fois c'est la bataille finale et que c'est sa tête qui est en jeu, je crois qu'il ne reculera devant rien. La question devient alors une question américaine et israélienne. Est-ce qu'ils ont une carte de victoire définitive, c'est-à-dire la carte du chaos, comme on dit en boxe, pour mettre fin assez rapidement à cette guerre. Je vous rappelle que Donald Trump, par nature, déteste les opérations longues, compliquées, complexes, etc. Il rêvait en juin et il rêve encore d'une frappe rapide, décisive et définitive contre l'Iran. Tous les spécialistes de l'Iran disent que c'est très loin d'être facilement atteignable. Je ne sais pas ce qu'il a en stock, on va le voir très rapidement, mais c'est sûr que l'Iran, qui est un grand pays au niveau territorial, un pays quand même qui dispose, je le répète encore une fois, d'alliés dans la région. Les Houthis au Yémen ce matin sont rentrés en action. Cet après-midi, probablement que le Hezbollah va annoncer quelque chose. Si on va dans cette configuration-là, je crois que ce n'est plus seulement une guerre iranienne stricto sensu, mais c'est tout le Moyen-Orient qui va être pris dans le brasier. Merci beaucoup, Joseph Baout.